Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille CTO, c'est-à-dire de mon compte titre ordinaire. Alors dans cet épisode, nous ferons le point sur l'évolution du portefeuille bien entendu, avec 5 nouvelles lignes que je présenterai rapidement. Nous ferons un point un peu plus précis sur Estée Lauder, qui est l'une de ces 5 lignes, et puis nous verrons également que l'ETF Turquie a très bien performé jusqu'ici, puisqu'il est en hausse de plus 63%. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors très rapidement, avant de passer à la présentation du portefeuille CTO, je vous rappelle que j'utilise une approche à la Peter Lynch. Peter Lynch qui divisait les actions en 6 grandes catégories, les fast growers, les stalwarts, mais aussi les cyclicals, donc des valeurs cycliques, les turnarounds, des valeurs de retournement, et des asset plays et des slow growers. Donc Peter Lynch aimait avoir en portefeuille 30 à 40% de fast growers, 10 à 20% de stalwarts. J'essaye de mon côté d'avoir en portefeuille entre 70 et 80% de valeurs de type fast growers ou stalwarts que je considère être des valeurs qualitatives. Et donc c'est une approche que j'ajoute à l'approche de Peter Lynch, c'est-à-dire que j'ai un angle plutôt de type quality investing, un angle axé sur les valeurs qualitatives. Donc au final, je vais me retrouver avec un portefeuille très investi dans les fast growers, très investi dans les stalwarts et beaucoup moins investi dans les valeurs cycliques, les turnarounds, très peu investi dans les asset plays et très peu investi dans les slow growers. Et par-dessus ça, j'ajoute ma petite touche personnelle en entrant également en portefeuille des entreprises que j'appelle des hyper fast growers et qui sont des entreprises qui correspondent à une approche plutôt à la Chase Coleman et à la Cathie Wood, donc une approche croissance avec des titres extrêmement spéculatifs qui sont potentiellement soit des ultra baggers à long terme, soit des entreprises qui vont faire faillite puisqu'elles ont un business model potentiellement extrêmement risqué, en tout cas au départ. Et donc l'idée est pour moi d'avoir entre 1 et 5% du portefeuille investi dans ces valeurs extrêmement spéculatives. Alors petit rappel également au niveau des objectifs et du processus d'investissement, j'ai pour objectif d'atteindre le million d'euros investis en bourse à terme via un processus très simple qui consiste à épargner, investir en bourse via du stock picking et se constituer au final un patrimoine financier. Alors comme on peut le voir à l'écran, au niveau de la valorisation actuelle de mes portefeuilles, on peut voir que le PEA est actuellement valorisé à hauteur de 33 439 euros à la mi-novembre 2022 et puis le CTO est lui valorisé à hauteur de 43 018 euros, toujours à la mi-novembre 2022. Et donc on peut voir que par rapport à mon objectif du million d'euros investi en bourse, j'ai pour le moment atteint 7,6% de l'objectif. Alors bien entendu, mon objectif sera plus ou moins rapidement atteint en fonction de ma capacité d'épargne, c'est-à-dire que pour le moment, je suis en mesure d'épargner pas mal, ce qui ne sera pas forcément le cas de manière linéaire au cours du temps. Et ça, il faut également en tenir compte lorsqu'on regarde un petit peu ce que je fais au niveau de mes portefeuilles. Alors, on passe tout de suite à la présentation de mon portefeuille CTO. Je vous ai mis en vert les nouvelles actions, donc les nouvelles lignes du portefeuille. On retrouve une action chinoise, à savoir Tencent Holdings. Alors, vous savez que je suis également très investi sur le PEA sur Tencent Holdings via la holding Prosus, côté aux Pays-Bas. On voit ici que Tencent Holdings représente désormais 8,2% du portefeuille. Alors au-delà de cette prise de position sur Tencent Holdings, à Hong Kong, j'ai également pris des positions au cours du trimestre sur 4 valeurs américaines, à savoir Micron, Moderna, Illumina et puis Estée Lauder que je vais présenter dans la suite de cette vidéo. Alors au niveau du portefeuille CTO, on peut voir que j'ai désormais 3,1% de liquidité, donc on peut voir que j'ai pas mal puisé dans mes liquidités au cours du dernier trimestre, profitant de la forte baisse notamment sur les valeurs technologiques américaines.
On voit également que j'ai environ pour 5% d'or en portefeuille puisque j'ai 0,9% du portefeuille qui est investi dans l'ETC iShares Physical Gold. J'ai également 1,7% du portefeuille qui est investi dans l'ETF iShares Gold Producers, donc des entreprises aurifères. J'ai également 1,2% du portefeuille qui est investi dans Barrick Gold et puis 1,2% du portefeuille qui est investi dans Anglo Gold Ashanti, donc environ 5% au total lorsqu'on fait la somme de ces 4 investissements. On voit par ailleurs que 1,8% du portefeuille est investi en Turquie sur l'ETF Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF. Je vais en parler dans la suite de la vidéo. On voit que 0,3% du portefeuille est investi dans Vonovia. Je n'ai pas renforcé cette ligne qui s'est littéralement effondrée ces derniers mois. Je verrai ce que j'en fais ultérieurement. Pour l'instant, la ligne reste en portefeuille. Elle est minime par rapport à la taille de ce portefeuille. On voit que j'ai également 3% du portefeuille investi dans Nvidia, 1,4% investi dans Micron, 3,3% investi dans Moderna, 1,6% investi dans Illumina et puis 3,6% du portefeuille investi dans une ligne plus spéculative qui est Sea Limited. On voit par ailleurs que ma nouvelle ligne Estée Lauder représente 2,5% de ce portefeuille. Alors je vais ensuite passer aux lignes les plus importantes. On voit que PayPal représente 5,4% du portefeuille désormais, que Salesforce représente 6,5% du portefeuille, qu'Adobe représente désormais 10,8% du portefeuille. J'ai pas mal renforcé Adobe au cours des derniers mois. On voit également qu'Alibaba représente 9,2% du portefeuille, qu'Amazon représente 8,9% du portefeuille, qu'Alphabet représente 8,8% du portefeuille. On voit enfin que Tencent représente 8,2% du portefeuille, donc j'en ai fait une ligne relativement importante dans ce portefeuille, en gardant à l'esprit cependant que je vais continuer à procéder à des apports réguliers, ce qui va bien entendu venir diluer cette ligne et les autres lignes. Et puis enfin, on voit surtout que Meta Platforms représente un bon 16% du portefeuille et qu'il s'agit actuellement de la plus grosse ligne de mon portefeuille. Alors, il y a plusieurs choses à noter par rapport à ce portefeuille. Premièrement, c'est que ce portefeuille est très investi dans 2 zones géographiques. Premièrement, aux États-Unis et puis deuxièmement en Asie, notamment en Chine via Tencent Holdings et Alibaba, mais aussi en Asie du Sud-Est via Sea Limited notamment, qui est domicilié à Singapour. Autre point important, c'est que ce portefeuille, au-delà de la position or qui représente environ 5%, est très investi dans les valeurs technologiques du type Meta Platforms, Alphabet, Amazon, Alibaba, Adobe, Salesforce, PayPal, etc. Donc très investi dans des valeurs technologiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, j'ai pour le moment un portefeuille relativement corrélé. Or, vous savez probablement qu'il est important pour, en tout cas dans une optique de diversification, de décorréler au maximum son portefeuille. Et donc, il va être important pour moi d'ajouter des entreprises dans ce portefeuille qui ne sont pas forcément corrélées à la tech américaine et à la tech de manière générale. Et donc, il va être important pour moi de rentrer dans les trimestres qui viennent des entreprises de type Consumer Staples, par exemple, ou de type consommation discrétionnaire peu corrélée éventuellement à la tech américaine. Et donc, ça va être des choses sur lesquelles je vais mettre, en tout cas, je vais essayer de mettre l'accent dans les prochains ou au cours des prochains trimestres. Bien entendu, si de votre côté, vous avez des noms d'actions à me suggérer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo. C'est toujours intéressant pour moi, mais aussi pour les membres de la communauté. Alors je passe à la vue agrégée du portefeuille. Vous savez que j'ai 2 comptes titres, un compte titre chez Interactive Brokers, donc au Royaume-Uni, puisque je me suis installé récemment au Royaume-Uni, et puis j'ai un compte titre chez XTB, donc en France, et j'utilise ces 2 comptes titres pour acheter des actions et des ETF notamment. Donc vous avez la vue agrégée du portefeuille. On peut voir que le portefeuille est actuellement valorisé à hauteur de 43 018 € au moment où je tourne cette vidéo, avec une moins-value latente de 5%, moins 5%, donc en moins-value latente par rapport aux apports totaux ici. Donc une moins-value latente tout à fait raisonnable au vu de la volatilité actuelle des marchés. J'ai pas mal investi au cours des dernières semaines, donc j'ai pas mal déployé mes liquidités lorsque la chute sur les valeurs, notamment tech américaines, s'est accentuée. On peut voir ici les 5 nouvelles lignes du portefeuille, donc Tencent Holdings, Illumina, Moderna, Micron Technology et puis Estée Lauder qui est la dernière ligne que j'ai entrée en portefeuille et ligne que je compte continuer à construire au cours des prochains trimestres.
Alors, on va passer à la vue détaillée des différents comptes. On va commencer par le compte Interactive Brokers sur lequel j'ai l'essentiel de mes positions actions. Et puis, on verra ensuite le compte XTB sur lequel j'ai l'essentiel de mes positions ETF. Alors, en ce qui concerne le compte Interactive Brokers, on peut voir que le compte est actuellement valorisé à hauteur de 32 611 pounds, donc livres sterling, ce qui nous donne environ 37 195 € au moment où je tourne cette vidéo. On voit que la moins-value latente est de 730 livres sterling au moment où je tourne cette vidéo, et on voit que j'ai 544 livres sterling en espèces donc à déployer si besoin. Alors j'ai classé ces lignes par coût d'acquisition, donc on voit les lignes avec les plus gros investissements en haut et puis les lignes avec les investissements les plus faibles en bas ici. A noter cependant que la position Tencent Holdings n'est pas en réalité la plus grosse position du portefeuille, c'est qu'il s'agit en fait de dollars hongkongais et donc cette position apparaît en premier. En réalité, lorsqu'on la remet en dollars, cette position vaut à peu près 3500-3600 $ au départ et environ la même chose aujourd'hui. Donc Meta Platforms est en réalité la première ligne du portefeuille, puisqu'on a 8 640 $ investis sur Meta Platforms, suivi de Adobe, quasiment 4 600 $ investis sur Adobe. Et puis on retrouve en troisième et quatrième position les lignes Amazon et Alphabet, donc avec environ 4 000 $ investis sur ces deux lignes. On voit ensuite que les lignes sont un peu plus petites. Alors on a une ligne Alibaba ici à 1720 $, on a également une ligne Alibaba de l'autre côté sur XTB, et donc il faut faire le cumul des deux pour arriver à la position agrégée. On va retrouver ensuite de plus petites lignes, notamment Estée Lauder que j'ai rentré récemment. Donc au niveau des mouvements du portefeuille, on peut voir que j'ai construit 5 nouvelles lignes. Une ligne Tencent, donc avec l'acquisition de 100 actions. Vous savez que les actions à Hong Kong s'achètent généralement par lot de 100. Donc j'ai commencé à construire une ligne avec 100 actions, donc sur Tencent. J'ai également commencé à construire une ligne Moderna en commençant par l'acquisition de 8 actions. Et puis j'ai construit des lignes Estée Lauder, Illumina et Micron Technology, donc 5 actions Estée Lauder, 3 actions Illumina et 10 actions Micron Technology. J'ai également renforcé l'essentiel de mes positions, donc avec un marché qui était extrêmement baissier, j'en ai profité pour déployer mes liquidités. J'ai procédé à l'acquisition de 36 actions Meta Platforms, 12 actions Adobe, 15 actions Amazon, 20 actions Alphabet et 16 actions Salesforce. Et au final, j'ai également renforcé ma position Sea Limited, une position beaucoup plus spéculative. J'ai également fait de même avec la position Nvidia puisque j'ai renforcé ma ligne Nvidia de 6 actions. Donc au final, j'ai pas mal renforcé mes lignes, j'en ai construit de nouvelles et donc mon objectif au cours des prochains mois, comme je l'ai dit, sera d'essayer éventuellement, si possible, bien entendu, de diversifier mon portefeuille afin que celui-ci ne soit pas trop corrélé, en tout cas que les lignes ne soient pas trop corrélées entre elles. Alors en ce qui concerne mon compte XTB, on voit que j'ai une ligne importante ici sur Alibaba en forte moins-value ici. Bien entendu, il faut prendre en compte l'agrégation des deux lignes, l'une construite chez XTB, l'autre construite chez Interactive Brokers pour arriver au PRU final. On voit ici que j'ai renforcé ma position sur l'ETF iShares Gold Producers, donc j'ai augmenté cette position de 30 actions ici pour la faire passer à 60. On voit ici que j'ai pas mal de lignes en très forte moins-value. Il s'agit heureusement de petites lignes dans ce portefeuille puisqu'on voit que Vonovia ne représente que 124 €, Coupang ne représente que 74 € si j'arrondis, Tattoochef 45 € et Didi Global 40 €. Ce sont de toutes petites lignes. Bien entendu, je me laisse la possibilité à un moment de renforcer certaines de ces lignes éventuellement. Ce qu'on peut voir surtout ici, c'est la performance de l'ETF Lyxor MSCI Turkey qui est en hausse de 63%. Et je vais en parler juste après. Donc ici, on a bien affaire à une position relativement décorrélée du reste du portefeuille. D'où l'intérêt d'avoir en portefeuille des lignes potentiellement décorrélées les unes des autres. Alors au niveau des prises de position, on l'a vu, mais je vais résumer ce que j'ai fait au troisième trimestre 2022. J'ai procédé à l'achat de Tencent Holdings, à l'achat de Estée Lauder, de Micron, de Moderna et de Illumina. Et puis j'ai procédé à la vente de Netflix à un cours de 299 $ avec un PRU situé en dessous de 200 $. Et donc j'ai encaissé une plus-value de 62,4% en euros.
Alors au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, ou devrais-je l'appeler désormais à la EIP, on va retrouver 50% de fast growers et 30% de stalwarts. Donc on est bien là dans mon objectif d'avoir environ 70 à 80% de mon portefeuille investi dans des valeurs qualitatives. Je vous rappelle que pour Peter Lynch, c'était plutôt de l'ordre de 50 à 60%. Au niveau des hyper fast growers, on voit que j'ai 5,8% du portefeuille investi dans des valeurs de type fast growers, dont on retrouve la liste ici, à savoir Sea Limited, Didi Global, Coupang, Tattoo Chef, Moderna et Illumina. Des valeurs à très fort potentiel, donc de potentiels ultra baggeurs, mais également des valeurs qui pourraient à un moment faire faillite. Il ne faut pas se voiler la face. Enfin, au niveau des liquidités, on voit que celles-ci ont fortement diminué puisque j'ai déployé mes liquidités ces dernières semaines. Et donc l'idée sera pour moi de renforcer, en tout cas remonter mon niveau de liquidité en continuant à procéder à des apports réguliers. On notera enfin que j'ai placé Amazon dans les stalwarts. Alors on aurait pu le placer dans les fast growers. Lorsqu'on regarde l'évolution du bénéfice par action d'Amazon au cours des 5 dernières années, c'est un fast grower. Pour autant, au vu des derniers résultats trimestriels, il m'a semblé logique de placer Amazon dans les stalwarts. On verra bien entendu si je laisse Amazon dans les stalwarts ou si je le replace à un moment dans les fast growers. Alors ce que je vais faire très rapidement maintenant, c'est que je vais me focaliser sur deux lignes du portefeuille. La première ligne, c'est ma position ETF sur la Turquie. Donc on va regarder ensemble l'évolution du MSCI Turkey Index en euros. C'est très important de le regarder en euros. Et puis deuxièmement, on va se focaliser sur une nouvelle ligne du portefeuille, à savoir Estée Lauder, qui représente désormais 2,5% du portefeuille. Alors au niveau de ma position sur la Turquie, je vous rappelle que j'avais commencé à prendre une position sur la Turquie, donc sur le PEA. Je vous renvoie à l'épisode 9 qui se trouve ici, donc mon portefeuille PEA épisode 9, dans lequel je parle de cette prise de position et pourquoi je prends une position sur la Turquie. Alors il s'avère que l'ETF sur lequel j'avais au départ investi sur le PEA, donc un ETF MSCI Lyxor Turkey PEA, avait été fermé par l'émetteur, ou en tout cas a été fermé par l'émetteur, et donc j'ai dû me reporter sur le CTO et reprendre un ETF similaire sur la Turquie. Pour autant, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ma position sur le TF MSCI Turkey est en hausse de 63% environ en euros et qu'il s'agit de la plus belle performance du portefeuille à ce jour, et donc une position extrêmement performante cette année et surtout très décorrélée du reste du portefeuille. Ce qu'on peut voir à l'écran, je vous ai mis ici le graphique de l'ETF Lyxor MSCI Turkey, c'est que celui-ci est en hausse de 130% depuis les plus bas réalisé ici en 2022. Donc on a un point bas qui est fait ici aux alentours des 15 € et puis on voit ici que l'ETF cote aux alentours de 35 € aujourd'hui. Ce qui veut dire bien entendu que cet ETF a connu une performance exceptionnelle cette année. Alors de mon côté, l'idée sera de conserver cette ligne en portefeuille, si possible pendant plusieurs années. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'avais réalisée, donc mon portefeuille PEA épisode 9, dans lequel je parle de l'intérêt d'investir sur des ETF dans certains pays émergents après une crise de change. Je vous renvoie à cette vidéo, je vous conseille vivement de re-regarder cette vidéo. Je pense que cela peut vous intéresser. Donc l'idée pour moi sera de conserver cet ETF sur la Turquie en portefeuille, ligne qui représente aujourd'hui 1,8% du portefeuille, et puis éventuellement à un moment de renforcer cette ligne si jamais les cours reviennent à des niveaux qui me semblent des points d'entrée relativement intéressants de nouveau. Très rapidement, d'un point de vue technique, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait une très forte divergence haussière ici, c'est-à-dire qu'on avait un RSI qui faisait des points bas de plus en plus haut, et puis on avait des cours de bourse qui faisaient des points bas de plus en plus bas. On a un point bas ici, un point bas ici et un point bas ici. Bien entendu, ce qui se passe généralement, alors vous voyez, ça peut prendre 2-3 ans, et ce qui se passe généralement derrière, c'est qu'on a une très forte correction haussière, et c'est ce qui s'est passé récemment sur l'indice turc et donc sur l'ETF MSCI Turkey. L'idée sera donc pour moi d'attendre une correction du RSI ici, éventuellement des cours de bourse pour éventuellement renforcer ma position. Bien entendu, ça dépendra également des opportunités qui se présentent au même moment pour savoir si je déploie davantage de capitaux vers la Turquie ou bien si je me concentre sur des valeurs potentiellement plus qualitatives. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur une action que je viens d'entrer en portefeuille, à savoir Estée Lauder, qui représente aujourd'hui 2,5% de mon portefeuille CTO.
Donc pourquoi Estée Lauder? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une valeur qualitative, à défaut d'être une valeur ultra qualitative. Pourquoi ce n'est pas une valeur ultra qualitative mais plutôt qualitative? Tout simplement en raison d'un endettement un peu élevé, c'est ce que j'ai mis en rouge. Pour autant, cette valeur offre des rendements sur capitaux élevés et une croissance durable et consistante, c'est ce qu'on va voir juste après. Le potentiel de croissance est encore très important, notamment au niveau des pays émergents. Enfin, point important, j'ai commencé à construire cette ligne après une correction de 46% du cours de bourse, c'est-à-dire qu'on avait un point haut situé à 374 $ et j'ai commencé mon premier palier en dessous de 200 $ par action. Alors Estée Lauder, c'est quoi? C'est tout simplement l'un des leaders avec L'Oréal des cosmétiques, avec 3 marques qui sortent du lot, à savoir Clinique, Estée Lauder et MAC notamment. Au niveau des fondamentaux, on a vu juste avant que l'entreprise avait un endettement un peu élevé avec une dette sur equity, donc dette sur capitaux propres de 136%. Pour autant, on voit que le ratio dette sur EBITDA est inférieur à 3, ce qui veut dire que cet endettement ou cette dette est tout à fait soutenable aujourd'hui, en tout cas à ce stade. On voit également que l'interest coverage est largement supérieur à 10 puisqu'il est de 19,1 et donc que l'entreprise ne présente pas à ce jour de problème de surendettement, donc tout va bien ici. On voit par ailleurs que les F-score, Z-score et M-score sont de bonne qualité, donc pas de problème ici. Au niveau des marges, on note que ces marges sont très élevées, donc caractéristique d'une entreprise qualitative, puisque la marge brute est de 75%, ce qui veut dire que l'entreprise a un pricing power important. Et puis on note que la marge nette est de 12,66%, donc une marge nette tout à fait confortable, même si celle-ci est un peu en dessous de 20%. Donc c'est une entreprise qui semble a priori avoir un avantage compétitif durable. C'est visible au niveau de la marge brute, un peu moins au niveau de la marge nette, même si celle-ci reste relativement importante. On voit surtout que c'est une entreprise dont les rendements sur capitaux sont très élevés, puisqu'on voit que le ROE est de 37% et que le ROIC est de 19%, donc des rendements sur capitaux de très bonne facture. On voit enfin que l'entreprise a été rentable chaque année au cours des 10 dernières années, ce qui est une très bonne chose et qui renforce l'idée ici qu'on a affaire à une entreprise ultra qualitative, ou en tout cas qualitative, puisque comme on l'a vu juste avant, l'entreprise est quand même relativement endettée. Alors au niveau du PER, on voit que celui-ci est de 38, donc un PER relativement élevé. Je vous rappelle que Peter Lynch n'investissait jamais dans des entreprises dont le PER était supérieur à 40. On voit ici que le forward PE est de 41, donc on a un PER et un forward PE relativement élevé pour une entreprise, comme on l'a vu, qui est plutôt qualitative. On note par ailleurs que le PEG ratio est de 3, donc largement supérieur à 1, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en termes de valorisation. Et on note que le price to sales ratio est de 4,8, donc là encore un price to sales ratio relativement important. Ça veut dire que malgré la contraction des multiples de valorisation, malgré la chute du cours de bourse de près de 50%, Estée Lauder a encore des ratios de valorisation relativement élevés. Donc on l'a vu, les multiples de valorisation d'Estée Lauder restent relativement importants à ce stade, malgré une chute du cours de bourse de près de 50%. Il est bon de regarder cependant l'évolution attendue du BPA, du bénéfice par action, puisque celui-ci est censé passer de 5,73 en juin 2023 à 8,55 en juin 2025. Donc on a ici un taux de croissance supérieur à 10% par an, ce qui devrait, à mon avis, compenser la valorisation encore élevée ici. Et donc il me semble que un Estée Lauder aux alentours des 200 $ est plutôt un prix d'entrée relativement intéressant dans une optique de long terme. On peut noter ici l'évolution du chiffre d'affaires en bleu, donc revenue en anglais, chiffre d'affaires en français, et puis l'évolution du résultat net en vert ici, donc net income en anglais, résultat net en français, avec une évolution relativement consistante et croissante au cours du temps, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'actionnaire. Au niveau du delta entre le ROIC et le WACC, on voit que celui-ci est d'environ 10-11%, ce qui veut dire que l'entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. On note par ailleurs que le nombre d'actions en circulation est en baisse d'une année à l'autre au cours du temps, ce qui veut dire que l'entreprise procède à des rachats d'actions. On le voit ici en vert. Donc tout ceci m'invite à construire une position sur Estée Lauder dans une optique de long terme. J'espère également pouvoir faire la même chose sur un titre comme L'Oréal en PEA dans les trimestres qui viennent. On verra si le marché m'en laisse la possibilité ou non. Voilà, enfin je vous ai mis l'évolution du cours d'Estée Lauder depuis le milieu des années 90. On voit que celui-ci s'est plutôt bien comporté au cours des 25 dernières années.
Bien entendu, si vous avez une opinion sur Estée Lauder ou sur L'Oréal, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'actionnaire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est toujours intéressant dans mes réflexions et c'est toujours intéressant pour la communauté également. Alors j'en profite pour faire un peu de publicité, à savoir que ceux qui souhaiteraient me rejoindre, travailler avec moi, vous pouvez consulter les offres qui se trouvent sur mon site internet ou directement rejoindre la team EIP, vous trouverez un lien sous cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en vous posant une question. La question est la suivante. Quelles actions internationales hors États-Unis aimeriez-vous entrer en portefeuille aujourd'hui? Et donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, c'est toujours intéressant pour moi dans ma réflexion, en sachant que de mon côté, j'aimerais plutôt entrer en portefeuille des valeurs de type Consumer Staples notamment. Mais si vous avez d'autres idées, éventuellement sur des valeurs cycliques ou autres, n'hésitez pas à partager ceci avec moi en commentaire, en gardant à l'esprit également que je souhaite entrer en portefeuille des valeurs non corrélées aux valeurs que j'ai déjà en portefeuille potentiellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est toujours bon pour ma motivation. Et puis, j'espère que mes vidéos de présentation des portefeuilles, qu'il s'agisse du PEA ou du CTO, vous motivent et vous aident à garder le cap et notamment à avoir une vision à long terme. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.